Les flèches cristallines se dressaient comme le point culminant de l'existence raffinée dans le vaste théâtre de la civilisation galactique où les espèces se disputaient non pas pour la survie, mais pour les expositions les plus élaborées de suprématie évolutive. Un comité qui avait passé trop de temps à lire de la philosophie et pas assez à réfléchir à des questions pratiques comme l'intégrité structurelle verrait ses rêves cristallisés en cette merveille d'ingénierie qui nageait paisiblement dans l'espace entre trois systèmes stellaires avec ses tours translucides atteignant l'infini. En conséquence de ce magnifique monument a été construit par une espèce hautement évoluée, un témoignage de leur immense progrès collectif. La suffisance et le rayonnement solaire étaient les seuls moyens de subsistance des Celtiques qui avaient dépassé l'inconfort sale de manger. Même s'ils n'étaient plus matériels, les ascendants morphiques continuaient à participer aux sessions du comité et à exprimer leur mécontentement quant au volume. Et enfin, il y avait les variants qui étaient probablement le summum de la technologie de reproduction avancée. Ils avaient supprimé le processus sauvage de la naissance in utero et faisaient plutôt grandir leur progéniture dans des moules de cristal mathématiquement précis. Dans la section de la nurserie de la station, le capitaine Meridia Vex de la garde maternelle valfarienne se tenait devant l'une de ses matrices, sa grande silhouette scintillant de la douce bioluminescence qui distinguait sa race comme des êtres au-delà de la complexité pour un simple discours. Des fréquences énergétiques soigneusement ajustées nourrissaient la conscience émergente à l'intérieur du cristal qui pulsait d'une douce lumière. Il n'y a pas de liens émotionnels incertains, pas de fonction corporelle maladroite et aucune circonstance chaotique qui pourrait faire dérailler l'évolution parfaite de l'esprit variant. Naturellement, elle n'a pas saisi l'ironie. À proximité de la nurserie d'autres mamans, variants s'occupaient de leur matrice avec l'efficacité impassible qui convient aux artisans qualifiés. Avec des capteurs capables de détecter même la plus petite déviation des conditions idéales, la croissance de chaque cristal était soigneusement suivie. Le niveau optimal de stimulation mentale était administré aux nourrissons en pleine croissance à des intervalles précisément chronométrés. Le fait que ces mères galactiques exemplaires ne puissent pas comprendre pourquoi leurs enfants nés de cristal manquaient de la profondeur émotionnelle d'un manuel d'instruction est hilarant étant donné à quel point leur civilisation était parfaite. Quel groupe remarquable de jeunes variants! Ils auraient pu résoudre des théories mathématiques compliquées bien avant de boire leur premier whisky sans aucun doute. C'était comme si la mécanique quantique leur était parfaitement compréhensible. Bien qu'ils soient capables de composer des symphonies en 17 dimensions, lorsqu'on leur demandait de consoler un ami, de faire preuve de dévotion sur le moment ou de s'adapter à des circonstances imprévues, ils paraissaient aussi démunis que leurs cellules de cristal avaient été belles. Comme prévu, l'hégémonie voyait cela comme une caractéristique et non comme un défaut. La caractéristique des animaux plus primitifs était l'instabilité émotionnelle. La capacité à rester complètement rationnel sous pression devait être la marque de l'avancement évolutif après tout. Un effet secondaire indésirable de l'intelligence accrue était le fait que le taux de suicide parmi les vétériens avait augmenté continuellement au cours des 3 derniers millénaires. Meridia passait gracieusement d'une matrice à l'autre. Avec la même attention, ses sens télépathiques surveillaient chaque conscience en développement. Mesure de contrôle de la qualité des produits qu'un superviseur de fabrication pourrait mettre en œuvre. Elle aurait été effrayée par la comparaison si elle avait pu la reconnaître. Le calme contentement qui vient d'un travail bien fait était tout ce qu'elle ressentait à la place. Une communauté propre et ordonnée de personnes hégémoniques attendant de naître. Dans l'aile adjacente des réseaux informatiques massifs, bourdonnait avec la connaissance collective de 47 espèces, toutes ayant apparemment évolué au-delà des simples impératifs biologiques qui motivaient autrefois leurs prédécesseurs. Les flèches cristallines reflétaient cela.
Les expositions d'art, débordant d'expressions exquises, auraient supposément ému aux larmes les créatures de la classe inférieure, les traités intellectuels couvrant la nature de l'existence, s'étendant sur des millions de pages et les bibliothèques abritant la connaissance de 10 000 mondes. Bien qu'ils le niaient, ce qui leur manquait, c'était même une seule instance de joie authentique. En tant que mémorial des triomphes et des tragédies de la race civilisée galactique, les flèches se dressaient fièrement. La beauté hygiénique brillait sur chaque surface. Pour s'assurer que personne ne soit bouleversé, chaque son était finement ajusté. Il n'y avait pas de place pour les malentendus ou les réactions émotionnelles imprévues, car chaque interaction était méticuleusement orchestrée. En résumé, c'était le genre d'endroit où les habitants aimaient que rien d'excitant ne se soit produit depuis environ 600 ans. Le sommet de la société civilisée avait été atteint. Ils avaient éradiqué toute trace de spontanéité et de surprise, effaçant toute trace qui aurait pu leur rappeler qu'ils étaient autrefois des robots biologiques plus complexes, faits pour penser à quel point ils étaient formidables. Coïncidence, le cosmos était sur le point de leur rappeler sévèrement que l'évolution prend rarement en compte les désirs de l'évoluer. Les messages envoyés depuis une station de recherche lointaine sur Nexus 7 furent la première indication que le cosmos avait encore le sens de l'humour. Là, les énabiologistes véfariens étudiaient les formes de vie primordiales avec l'intérêt détaché d'entomologistes étudiant des insectes aux couleurs inhabituelles. Le cri était le principal mode de transmission, ce qui est stupéfiant en soi, étant donné que les variants avaient dépassé les cordes vocales il y a environ 15 000 ans. Le fait que ce soit un hurlement psychique le rendait bien plus terrifiant que le genre habituel. Cela a introduit une horreur primitive et non éduquée dans les pensées de chaque vétérion à moins de 100 années-lumière, ignorant les filtres normaux qui ont évolué pour gérer les informations indésirables. L'Ordea était semblable à un coup de masse sur le fondement intellectuel d'une espèce qui se réjouissait de sa capacité à réguler ses émotions. Alors que le capitaine Meridia Vex effectuait sa vérification de routine des matrices de la nurserie, elle a reçu la communication et l'impact mental l'a envoyé dégringoler la tête la première dans une chambre de croissance, brisant sa surface cristalline au passage. Comme un phare brisé, l'inconfort émotionnel du gardien présumé sophistiqué a été capté par les jeunes en développement à l'intérieur qui brillaient d'une bioluminescence alarmée. Rafraîchissant de simplicité était le message déchiffré par les meilleurs spécialistes télépathiques de l'hégémonie à partir de l'écrasante vague de peur. Les enfants ont été enlevés par les Kiara. Les Kiara étaient un exemple du genre d'espèces que les espèces dominantes et plus civilisées choisissaient d'ignorer. Ils avaient une base biologique. Ils utilisaient un langage énergique. Leurs dents étaient plus adaptées à déchirer la chair qu'à mâcher des produits alimentaires raffinés. Le contact physique entre les personnes faisait partie intégrante de leur processus de reproduction chaotique et désordonné. Ils élevaient leurs enfants et leurs familles en se basant sur des liens émotionnels forts, plutôt que sur des techniques d'optimisation rationnelle. Leur persistance servait de rappel humiliant que l'évolution ne menait pas nécessairement à une plus grande complexité, car ils incarnaient tout ce que l'hégémonie avait dépassé. Le fait qu'ils possédaient des compétences violentes exceptionnelles a encore aggravé la situation. L'assaut sur Nexus 7 fut à la fois rapide et violent. Une nuée de sauterelles mécaniques avait surgi de l'hyperespace, amenant avec elle les pillards de Kiara. Le vaisseau qu'ils avaient construit avec de la ferraille et une intention prédatrice était rudimentaire, mais il remplissait son objectif. Environ 17 minutes s'étaient écoulées depuis que les défenses des stations de recherche destinées à décourager les arguments civilisés plutôt que le véritable combat étaient entrées en action. Les pillards avaient neutralisé les systèmes de sécurité de la station, désactivé les principaux ordinateurs et traqué chaque chercheur variant sur l'installation en moins de 17 minutes.
les trésors de dossiers scientifiques, de reliques culturelles irremplaçables et d'appareils technologiques de pointe que tout pirate censé aurait jugé inestimables étaient passés inaperçus pour eux. Au lieu de cela, ils ont pillé le laboratoire et emporté 12 embryons de Vétérionium cristaux et tout. Alors que la douleur télépathique des mères résonnait à travers 3 systèmes stellaires des entités ignorant les matrices de cristal et les paramètres de croissance appropriés, emmenèrent leurs enfants dans l'espace. C'était encore pire que le meurtre aux yeux du Vétérien. C'était le triomphe de la barbarie sur la civilisation, l'anéantissement de la perfection par le chaos. Rapide, clair et complètement inefficace fut la réaction de l'hégémonie. Dans leur poursuite des pirates, la flotte ascendante, un symbole de la doctrine militaire civilisée, a déployé 17 navires d'une complexité technologique inégalée. Armés de systèmes défensifs résistants aux radiations stellaires d'armes, capables de détruire des planètes et d'intelligence artificielle, capables de résoudre n'importe quel problème tactique en 0,03 secondes, chaque vaisseau était prêt au combat. Quelques instants. Évidemment, attraper un essaim de lézards en plein vol était hors de leur portée. Dans la galaxie lointaine et non développée, les Kiara avaient disparu dans la nature, ne laissant derrière eux que les idées les plus élémentaires de territoire et de sélection naturelle. Leurs hanches rudimentaires étaient faites sur mesure pour ce type de terrain. Ils pouvaient s'amarrer sur des mondes hostiles, se réparer en utilisant des matériaux de récupération, puis disparaître dans des champs d'astéroïdes, déchirant les coques complexes des navires hégémoniques en lambeaux. Après 3 mois de recherche, tout ce qu'ils ont trouvé, c'était de la déception et la compréhension croissante que le progrès paisible de la galaxie civilisée, au cours des 6 derniers siècles, l'avait rendu totalement impréparé à un véritable conflit. Les capitaines de la flotte, ascendant, rapportaient un sentiment croissant de désespoir. Ils étaient tous des exemples magistraux de jargon bureaucratique utilisés pour dissimuler le fait qu'ils avaient été complètement déjoués par des entités qui n'étaient manifestement même pas familières avec le concept de mécanique quantique. Une fois de plus à bord du Crystal Inspire, le capitaine Meridia Vex se retrouva devant les emplacements vides où 12 matrices avaient autrefois vibré du bourdonnement de la vie en croissance. Une douleur persistante dans son cerveau persistait à cause de la résonance télépathique de leur absence. Quelque chose à garder à l'esprit, que 12 jeunes Vélariens étaient là-bas vivant le genre de vie désordonné et désorganisé que leur race avait évolué pendant des millénaires. Alors qu'elles se blottissaient autour d'elles, la bioluminescence des autres mers s'estompait, signe de leur désespoir et de leur perte croissant. Elles avaient atteint le sommet de l'éducation civilisée des enfants, s'étaient assurées que leurs enfants se trouvaient dans un cadre idéal pour grandir, et maintenant, elles les laissaient avec des êtres qui ne savaient probablement pas ce que fait une bonne mère. Ils n'avaient une fois de plus pas vu l'ironie de la situation qui était qu'ils avaient une compréhension purement théorique de ces idées. 6 heures standards s'étaient écoulées dans la chambre du Haut Conseil de l'hégémonie, soit plus de 5 heures et 59 minutes de plus que ce que toute discussion raisonnable devrait nécessiter. Les 47 espèces représentées là étaient toutes soigneusement disposées selon un motif géométrique. Ils communiquaient de diverses manières, ce qui a abouti à une dispute polie qui n'a rien accompli. L'insatisfaction des délégués celtiques était mesurée et palpable. Leurs diagrammes et graphiques qui projetaient la conscience solaire montraient l'improbabilité statistique de négocier avec succès avec des êtres éclairés. Les ascendants morphiques clignotaient entre les royaumes, apparaissant de temps en temps pour offrir des solutions apparemment profondes, mais finalement insignifiantes. Les délégués vétériens, cependant, conservaient une sorte de calme imperturbable qui vient du fait d'avoir dépassé la nécessité rudimentaire de montrer ses sentiments. Le haut conseiller des Elfs, Tranks, fit l'annonce.
Les bureaucrates étaient à court de mots lorsqu'ils ont essayé de répondre à son message, qui se manifestait par un léger réchauffement des processus atmosphériques de la Chambre. Une réponse mesurée devrait admettre la supériorité de notre civilisation tout en tenant compte de la malheureuse nécessité de s'engager avec des espèces de rang inférieur. Tout le monde dans la pièce le savait, mais personne n'osait le dire que l'hégémonie était devenue si avancée qu'elle avait complètement perdu comment interagir avec ceux qui ne partageaient pas son dévouement à la conversation polie. Les conflits entre des entités rationnelles qui comprenaient des idées comme la réaction proportionnelle et le règlement négocié étaient les cibles visées par leurs forces militaires. Tous les cadres avancés de résolution des conflits sont tombés comme des dominos dans un ouragan lorsqu'ils ont été confrontés à des ennemis qui prenaient simplement ce qu'ils voulaient et disparaissaient dans l'abîme de l'espace univisé. Peut-être proposa l'un des ascendants morphiques, sa voix s'élevant au niveau d'une vibration à peine audible dans l'espace-temps immédiat. D'autres moyens possibles de sortir de cette impasse devraient être envisagés. Les nouvelles tactiques impliquaient l'utilisation d'une terminologie polie pour désigner les mercenaires de haut rang, ce qui était en réalité une façon de dire que nous voulions des animaux plus sauvages pour accomplir notre sale boulot. L'idée elle-même allait à l'encontre de tout ce en quoi l'hégémonie croyait, mais il devenait de plus en plus évident que leur valeur ne serait d'aucune utilité pour secourir les enfants enlevés par des pirates reptiles. Le premier orateur du débat fut le capitaine Meridiavex, dont la projection psychique traversa la conversation polie dans la chambre comme de la soie. « Mes enfants sont en train de mourir !» cria-t-elle, et la passion non filtrée de cette pensée envoya des vagues inquiétantes de malaise à travers l'esprit collectif. 12 adolescents valariens traversent une douleur que notre espèce a laissée derrière elle il y a des éons alors que nous discutons des ramifications philosophiques de l'abaissement de nos normes civilisationnelles. Quand ils sont confrontés aux répercussions réelles de leur détachement parfait, les individus civilisés ressentent un silence inconfortable, et c'est exactement ce qui s'est passé ensuite. De nombreux délégués ont essayé de diffuser des idées rassurantes sur les patients et les protocoles corrects dans la résonance télépathique de la chambre, mais la douleur de Meridia l'avait contaminé avec quelque chose de dangereusement proche de l'émotion réelle. Certaines espèces spécialisées dans la résolution de problèmes non conventionnels ont admis le conseiller Franks avec une réticence évidente. Les euphémismes devenaient de plus en plus élaborés, mais tout le monde comprenait ce qu'ils voulaient dire. Dans les régions non civilisées de la galaxie, il y avait une espèce qui pratiquait encore la violence qui comprenait des concepts comme le suivi et les opérations de sauvetage, et qui faisait regretter amèrement aux êtres déraisonnables d'avoir fait un mauvais choix. Les humains, par exemple, le nom envoyait des frissons dans le dos des délégués assemblés, non pas parce que les gens étaient terrifiants, non seulement parce qu'ils étaient biologiquement complexes et émotionnellement attachés à leurs enfants à un degré illogique, mais aussi parce qu'ils incarnaient tout ce que la culture dominante avait tant combattu pour surmonter. C'était le genre de personnes qui réagissaient violemment ou de manière inappropriée, ou les deux à n'importe quelle situation. En bref, c'était le genre de personnes qui pouvaient devenir complètement folles au point de poursuivre les pillards de Kiara dans le chaos de la bordure extérieure, pour la simple raison que quelqu'un avait proposé de payer la facture. Le vaisseau humain Wonder est actuellement amarré à la station frontalière Kepler, comme l'a rapporté l'IA de la Chambre, à la manière d'un médecin donnant un mauvais pronostic. Le capitaine Zara Okafor a un dossier de missions accomplies que d'autres espèces jugent impossibles, imprudentes ou fondamentalement en contradiction avec les lois de la physique, en d'autres termes, exactement ce dont nous avons besoin parce qu'elle est complètement et totalement folle. Quand le moment est venu, le vote a été unanime, comme c'est typique des mesures désespérées. Personne ne voulait admettre qu'ils employaient des mercenaires sauvages pour résoudre un problème que les civilisations les plus sophistiquées de la galaxie ne pouvaient
pas résoudre, mais tout le monde voulait que ces enfants reviennent plus qu'ils ne voulaient maintenir leur innocence philosophique. L'autorisation a été transmise personnellement par le capitaine Meridia Vex, sa conscience traversant le vide pour interagir avec l'esprit d'un être humain qui, probablement inconscient et indifférent aux paramètres optimaux de développement de l'enfant, s'engageait dans un type de contact télépathique qui allait à l'encontre de tous les principes d'interaction civilisée, comme demander à un barbare d'opérer avec un couteau en pierre. Mais s'il y avait une chose que les humains avaient comprise, c'était l'idée basique et primordiale que les enfants avaient besoin de protection. Peu importe à quel point leur protocole de développement était avancé ou à quel point leur technologie était avancée, Meridia sentait parfois l'esprit humain réagir avec un optimisme agressif. L'univers avait besoin de solutions qui allaient au-delà de ce qui était considéré comme de bon goût. Le vaisseau du capitaine Zara Okafor, le Wanderlust, un monument à la philosophie de l'ingénierie humaine, se matérialisa dans le principal quai d'amarrage de la flèche de cristal avec la délicatesse d'une petite explosion. Cela était approprié car son arrivée avait à peu près le même impact sur la composition atmosphérique méticuleusement entretenue de la station. Ajoutez des armes supplémentaires si ça marche et si ça ne marche pas, frappez-le avec n'importe quoi de lourd jusqu'à ce que ça marche. Le contraste frappant avec son environnement était suffisant pour induire ce que les Celtes appellent une détresse esthétique chez quelques-uns de leurs observateurs. Contrairement à l'accent mis par les flèches sur la pureté géométrique et la transcendance, le Wanderlust semblait être le résultat de la fusion d'un magasin d'armes et d'une casse, avec des couleurs dignes d'une bande dessinée de super-héros. La station, en revanche, bourdonnait de délicates harmoniques, destinées à encourager la réflexion tranquille, tandis que le vaisseau de Zara émettait un grincement mécanique qui laissait entrevoir la ténacité et les jurons qui maintenaient ses moteurs en marche. Sa peau noire était marquée de cicatrices qui racontèrent des histoires que les habitants de l'hégémonie préféraient ne pas évoquer, et Zara incarnait le chaos contrôlé dans sa propre vie. L'intelligence dans ses yeux était perçante comme si elle avait résolu des problèmes plutôt que de simplement en discuter. D'une voix qui dégageait une autorité décontractée qui mettait mal à l'aise les êtres civilisés, elle dit à la délégation vétérienne assemblée « Quelqu'un vole vos enfants ». Ses vêtements étaient fonctionnels et conçus pour le mouvement plutôt que pour la perfection esthétique. Ses armes semblaient avoir été utilisées plus d'une fois. Le capitaine Meridia Vex se leva avec un air de calme relatif, malgré les ondes de choc évidentes causées par la franchise de la déclaration. La situation est un peu plus complexe que votre formulation ne le suggère, commença-t-elle en se lançant dans une explication détaillée des matrices de cristal, des paramètres de développement idéaux et du cadre théorique de l'éducation avancée des enfants. L'humain resta silencieux un instant, traitant l'information avec une efficacité pratique que les citoyens de l'hégémonie trouvaient à la fois impressionnante et légèrement déconcertante, tandis que Zara écoutait avec la patience de quelqu'un qui avait déjà entendu des conférences similaires, hochant la tête de temps en temps, pour montrer qu'elle comprenait des concepts que les orateurs n'avaient pas tout à fait saisis eux-mêmes. « D'accord », dit finalement Zara. « Donc, les lézards de l'espace ont pris 12 de vos bébés et votre élégante armée n'a pas pu les capturer parce qu'ils ne sont pas bons dans les combats sales. Maintenant, vous voulez que je m'aventure dans la bordure extérieure, que je trouve des pirates disparus depuis 3 mois et que je ramène des enfants qui n'ont probablement jamais été dehors ou respiré de l'air non filtré et vous êtes prêts à me payer. » Zara fit une pause pour consulter la tablette de données que Meridia lui avait donnée, ce qui était à peu près suffisant pour acheter une tasse de café décente. La bioluminescence du capitaine Farien pulsait avec un possible sentiment de honte. Les services raffinés et la propriété intellectuelle étaient l'épine dorsale des systèmes économiques de l'hégémonie. Parce que c'était si étranger à eux, l'idée de payer pour le danger corporel était quelque chose qu'ils devaient deviner au hasard.
Le montant peut être discuté, ajouta Meridia avec un air de décence délibérée. Selon Zara, tout est négociable, et son sourire donnait l'impression qu'elle trouvait l'événement plus amusant qu'effrayant. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose sur les gens. L'argent n'est pas la raison pour laquelle nous faisons cela. Le scénario exigeait ce genre d'irrationalité rudimentaire, mais nous le faisons quand même parce que quelqu'un a besoin de notre aide et que nous ne sommes pas assez intelligents pour savoir quand une tâche est impossible. C'est quelque chose que l'hégémonie avait dépassé. Après 3 heures, le Wanderlust quitta les flèches de cristal, transportant des fournitures médicales, des équipements de scan et 12 unités de confinement vides que les variants espéraient ne pas avoir à utiliser. Zara avait écouté poliment leur briefing détaillé sur la psychologie, les schémas de raid et le comportement territorial des Kythera, mais elle semblait avoir l'intention d'ignorer la plupart de leurs conseils. Après 4 jours à suivre les échos des capteurs, les schémas de débris et d'autres signaux subtils que les humains ont appris à ignorer, Zara a finalement atteint le bord extérieur. Selon les normes de l'hégémonie, les capteurs du Wanderlust étaient rudimentaires, mais leur but était de détecter des choses importantes, pas de collecter des données en soi. Après 5 jours, elle les a découverts. La base de Kythera ressemblait à tout ce qu'une personne pourrait attendre d'une race primitive, entourée de systèmes de défense qui privilégiaient une puissance de feu écrasante à un design attrayant un astéroïde avec son noyau creusé. Des avertissements étaient diffusés en 17 langues par les réseaux de communication, la plupart d'entre eux disant essentiellement « Éloignez-vous ou nous vous tirerons dessus ». Les vecteurs d'approche étaient minés avec suffisamment d'explosifs pour dissuader les visiteurs occasionnels. Zara examina la situation tactique avec l'attention experte qui convient à une carrière passée à exacerber des situations difficiles par l'utilisation stratégique de la violence contrôlée. La base présentait des faiblesses que seul un pirate, avec un œil aiguisé pour les détails, pouvait repérer malgré sa conception pour résister à une attaque directe par des forces supérieures. L'installation principale n'a pas été attaquée par elle. Au contraire, elle a attendu son heure jusqu'à ce que les systèmes d'armement quelque peu illégalement modifiés du Wanderlust soient confrontés à un seul vaisseau Kythera pendant le cycle de patrouille habituel. Après environ 90 secondes de combat, le vaisseau du Raider était immobilisé mais autrement indemne. L'équipage du vaisseau de frappe et de fuite ne comprenait pas comment un seul humain avait pu les vaincre. Zara a dit à Kiara la captive que la réponse était évidente, alors qu'elle désactivait méthodiquement leur dispositif de communication. Elle avait été assez malhonnête. Un certain nombre de principes physiques étaient ignorés par le moteur qui propulsait l'armement du Wanderlust. L'hégémonie pensait que la technologie utilisée sur ces systèmes de défense était théoriquement inatteignable et la pilote avait affiné ses compétences dans des combats que la galaxie civilisée préférerait oublier. Maintenant, ordonna-t-elle aux pirates reptiliens qui étaient complètement découragés. Les Kythera capturés s'attendant soit à un combat honorable, soit à une négociation sophistiquée, étaient totalement pris au dépourvu par la brutalité pragmatique que les humains appelaient « mardi ». Nous allons discuter de l'emplacement de certains enfants volés et vous allez m'aider à les récupérer ou je vais vous démontrer certaines des applications les plus créatives de la résolution de problèmes humains. L'emplacement du jeune Vélarien, les défenses de la base et les habitudes de leurs camarades pillards ont tous été divulgués en l'espace d'1 heure par eux. Au lieu de faire face aux possibilités que l'esprit de Zara avait proposées, ils se sont inattendument retrouvés à offrir leur aide pour la mission de sauvetage. La précision systématique avec laquelle l'infiltration de la base de Kiara a été réalisée aurait étonné les stratèges militaires de l'hégémonie s'ils avaient pu reconnaître le succès même lorsqu'il ne correspondait pas à leur modèle théorique. Avec ses difficultés de gestion de la colère pleinement affichées, Zara rôdait dans les couloirs des astéroïdes.
Elle aborda la situation en utilisant les informations glanées auprès des ravisseurs des pillards, ainsi que sa propre connaissance instinctive de la façon dont les esprits des hommes des cavernes planifiaient les défenses. Pour atteindre les zones de détention à l'intérieur de la base, il fallait se frayer un chemin à travers près de 3 kilomètres de tunnels qui semblaient avoir été créés par quelqu'un ayant de sérieux problèmes de traitement spatial, car la préférence des reptiles pour la complexité, Warrenite, primait sur l'efficacité logique. Il n'y avait aucun schéma discernable dans la façon dont les couloirs se ramifiaient et se reconnectaient, et l'éclairage variait de terriblement faible à inexistant. C'était seulement gênant pour un humain qui s'était entraîné à combattre dans des situations où l'architecture indigène était là pour le tuer. Le premier groupe d'enfants a été découvert par Zara dans une salle de stockage que les Kiara avaient apparemment transformée en une crèche de fortune. Néanmoins, leur connaissance des soins aux enfants était à peu près aussi étendue que leur connaissance du design d'intérieur. Contre un mur, comme du matériel de rechange, se trouvaient les 12 matrices de cristal. À la place, ils ont installé un système de chauffage solitaire qui alternait mécaniquement entre des réglages tropicaux et arctiques. Une bioluminescence angoissée traversait les cristaux. Les habitants en croissance de ces structures réagissaient à l'environnement désordonné avec un niveau de terreur que les civilisations évoluées avaient depuis longtemps oublié qu'il était concevable. Dans chaque matrice, une conscience vétérienne en développement se débattait avec des données sensorielles radicalement différentes, des signaux parfaitement calibrés qu'ils avaient été programmés à percevoir. « Bon », murmura Zara entre ses dents en examinant la situation. « C'est officiellement horrible. » Zara commença le délicat processus de retrait de 12 enfants extraterrestres terrifiés de leur système de survie compromis, et elle choisit quelques exemples plus extrêmes parmi les quelques 14 000 mots de la langue humaine qui décrivaient différents niveaux de misère. Les occupants des matrices étaient censés rester en vie pendant le processus de transport. Cependant, la négligence du Kiara avait mis en péril d'autres systèmes critiques et les conditions à l'intérieur des chambres de stockage étaient aussi propices au développement de mines vétériennes qu'un mixeur pour bébés le serait pour les humains. L'extraction de 3 heures nécessitait un niveau d'ingénierie improvisé que selon leur position philosophique envers les règles de sécurité, les meilleurs techniciens de l'hégémonie auraient jugé soit ingénieux soit fou. Zara a bricolé un système de survie de fortune en utilisant les installations médicales de son vaisseau, quelques composants Kitar non explosifs et une quantité significative de ses provisions d'urgence afin d'assurer la survie de 12 nourrissons extraterrestres lors du voyage de retour. Compte tenu des conditions, la performance du système était à peu près conforme aux attentes. Tout se déroulait selon le plan lors du départ de la base astéroïdale jusqu'à environ 47 secondes après l'arrivée de Zara à bord du Wanderlust avec sa cargaison de vultériens adolescents perplexes et terrifiés. Elle était soit très malchanceuse, soit très bien préparée lorsque l'explosion a paralysé son vaisseau spatial. La différence ne semblait pas significative alors qu'elle observait son moteur hyperspatial se décomposer en ferraille de valeur. Étant coincée dans un système stellaire dont le but principal était de relier des endroits plus intrigants, Zara se retrouvait à devoir s'occuper de 12 nourrissons extraterrestres dont elle ne comprenait les besoins biologiques fondamentaux qu'à un niveau théorique. Le Wanderlust était conçu avec un système de survie capable de maintenir 12 vétérans en développement rapide pour une durée illimitée. Un humain adulte pendant environ 6 mois et 12 vétérans pas un, mais 12. En supposant que le moteur conventionnel du vaisseau puisse être réparé avec les fournitures à bord, le système habitable le plus proche se trouvait à 4 mois à vitesse subluminique. Malheureusement, la technologie de communication de Zara a été irrémédiablement endommagée lors de l'explosion qui a détruit ses pouvoirs supraluminiques
et la facilité d'hégémonie la plus proche était assez éloignée. En résumé, elle et une douzaine d'extraterrestres se trouvaient au milieu de nulle part. Des nourrissons, peu de ressources et peu d'espoir de sauvetage. C'était le genre d'obstacle que les humains trouvaient très insultant parce qu'il était si différent de tout ce qu'une créature civilisée aurait pensé pouvoir survivre. Après avoir passé environ 10 minutes à dresser une liste de tous les problèmes auxquels elle était confrontée, Zara a passé 1 heure supplémentaire à trouver des solutions qui allaient à l'encontre de plusieurs lois physiques et d'un concept de bon sens. Elle possédait une expertise technique acquise grâce à un mélange de formation formelle et de méthodologie d'essais et d'erreurs qui aurait horrifié les inspecteurs de sécurité du gouvernement ainsi que des pièces et des matériaux qui n'étaient pas disponibles pour réparer le système de propulsion traditionnel du Wanderlust. Les systèmes du vaisseau étaient poussés à leurs limites par les utilisations innovantes du recyclage de l'air qui était nécessaire pour soutenir 12 individus supplémentaires. Ensuite, il y avait la question de fournir des soins réels à 12 nourrissons variants dont les vies passées avaient été méticuleusement orchestrées par des systèmes automatisés complexes qui suivaient mathématiquement leur croissance de toutes les manières possibles. Comme elle le faisait pour chaque difficulté, Zara a utilisé une approche pratique pour celle-ci. Par essai et erreur, elle est parvenue à une compréhension de base de ce dont 12 nourrissons extraterrestres désemparés avaient réellement besoin pour survivre. L'hégémonie tenait une approche méthodique du développement de l'enfant en haute estime, mais ce processus était désorganisé, désordonné et complètement absent de celle-ci. Il était également étonnamment efficace à la grande stupéfaction de Zara. Nous sommes maintenant à 6 semaines de leur voyage impromptu à travers l'espace et le temps. Il serait généreux de dire que Zara avait établi un modèle. Malgré leur libération involontaire de leur matrice de cristal, les 12 jeunes Vélariens ont démontré une adaptabilité que leur espèce était censée avoir transcendée. Ils avaient également formé un lien presque insensé avec Zara, ce que Zara trouvait amusant. C'était un petit phénomène au début. Parmi eux, le plus petit être dont la bioluminescence pulsait d'une énergie anxieuse avait commencé à réagir clairement à la parole de Zara. Ces mots provoquaient un changement dans ses motifs lumineux qui auparavant étaient des signaux de détresse chaotique en quelque chose de plus proche d'une véritable communication. Alors qu'elle naviguait dans les quartiers confinés du vaisseau, il suivait chacun de ses mouvements avec une expression curieuse. Tout le monde avait fait de même, bien qu'à des degrés d'excitation différents. Certains persistaient à être prudents, leurs motifs lumineux, suggérant le type de malaise généralisé qui était probablement typique des organismes ayant passé leurs premiers mois de vie dans des habitats artificiels méticuleusement régulés. Bien que la théorie vétérienne du développement infantile soutenait que les enfants à cette période de développement cérébral ne pouvaient pas former de véritables attachements émotionnels, même les plus prudents d'entre eux ont commencé à en montrer des signes. Zara, dont la seule expérience préalable avec les enfants était de courtes périodes de babysitting pour la fille de sa voisine, se retrouvait à improviser des réponses à des problèmes que même les énabiologistes les plus savants de l'hégémonie auraient jugés insolubles. Le jeune Valfarien, il est devenu découvert qu'ils avaient besoin de plus que seulement les suppléments alimentaires exacts et les contrôles environnementaux offerts par leur matrice de cristal. Ils avaient besoin d'engagement de stimulation et de l'apport sensoriel désorganisé qui accompagne l'habitation d'un environnement qui n'avait pas été adapté à leur développement par des comités d'experts. En d'autres termes, ils avaient besoin du même genre d'éducation chaotique et incertaine que les enfants humains avaient typiquement. La méthode de Zara pour s'occuper des enfants était totalement dépourvue de rigueur scientifique. Elle parlait aux jeunes variants sur le même ton qu'elle utilisait pour apaiser des machines irrationnelles lorsqu'elles devenaient agitées.